Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est un joli week-end autour de la littérature qui démarre. C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu, un événement qui au fil des années s'est ancré comme un événement phare de la vie littéraire française. Le Printemps du Livre de Montaigu, et Yves, vous n'allez pas me contredire, est considéré aujourd'hui comme le plus grand événement littéraire du Grand Ouest de la France. Et c'est vrai que les organisateurs tous les ans travaillent d'arrache-pied pour que tout se passe dans les meilleures conditions, pour que vous soyez bien accueillis. Et cette année encore, plus de 150 auteurs sont réunis ici même pour 3 jours de fête sous la présidence de Didier Decoing. Et nous entamons nos escales littéraires. C'est un partenariat avec le Crédit Mutuel Océan, partenariat Crédit Mutuel Océan Web TV Culture, pour vous permettre de vivre ici, sur place, mais aussi pour vous qui nous suivez en direct par la magie des images, pour vivre les rencontres d'auteurs. Et Yves Violier est notre invité. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Ça fait plaisir de se retrouver. C'est une grande joie. Vous êtes un petit peu le local de l'étape, j'ai envie de dire. Bien sûr. Tout le monde en Vendée vous connaît, vous êtes installé à côté de La Roche-sur-Yon. Et puis on vous connaît bien aussi un peu partout en France parce que vous êtes un auteur marquant dans l'univers littéraire, avec une écriture, une patte Yves Violier, on va avoir l'occasion d'en reparler. Votre actualité, c'est ce nouveau livre, il est tout chaud, il vient de sortir aux presses de la Cité, Églantine retrouvée. Vous en êtes à combien de romans aujourd'hui? Vous les comptez encore? Je ne les compte pas. Peut-être une quarantaine, je ne sais pas. Au moins. Voilà. La belle aventure qui avait commencé, on était dans les années 80-90 avec Jeanne la Polonaise. Oui, alors il y avait eu d'autres écrits avant, mais c'est vrai que Jeanne la Polonaise, cette saga, c'est un peu ce qui vous a fait connaître du grand public. Oui. C'est quoi les images qui reviennent quand vous pensez à tout ça? Ces images-là, des images de rencontres. Tous mes romans sont écrits à partir de rencontres et des moments comme ceux-là, je viens chercher une force. C'est vrai, aujourd'hui encore, vraiment, dans 3 jours, j'aurai avec moi tous ces lecteurs là qui sont venus à ma rencontre et qui m'ont dit des choses. Quand quelquefois peuvent arriver des compliments, ça arrive. Bon, on les prend, on est heureux. Les remarques, quelquefois un peu pointues, sont utiles aussi. Et quand je me retrouve à ma table de travail, tout le monde est là. Moi, c'est mon 36e printemps du livre. Oui, j'étais là. Un petit peu de ceux qui ont mis les mains dans le cambouis. Voilà, complètement. Hein. Nous sommes allés rencontrer les responsables ici de librairie, le maire et tout le monde. On a proposé ça parce que je vivais la même chose à Brive. Je me suis dit, pourquoi pas en Vendée. Et on a commencé petit dans la salle là, qui était toute petite à côté, la salle des fêtes. Et l'éditeur Jacques Pechemort de chez Robert Laffont, qui avait fait le déplacement avec tous mes amis, Michelet, Péramore, Tillinac, Borde, Soumis. On se retrouvait dans cette petite salle, il me dit, écoute, tu nous as tous déplacés pour quelque chose d'un peu petit. J'ai dit, mais ça grandira, Jacques. Et quand on voit ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même un bonheur. Et je vous assure que toute l'année, je vis un peu avec cette force qui m'est donnée. Ce sont les lecteurs, enfin pour ce qui me concerne, qui me donnent cette force-là. Et puis cette terre, les lecteurs, ils sont d'ici et cette terre, c'est là qu'est ma source, c'est là qu'est ma cave, c'est là qu'est mon grenier, c'est là que je vais chercher ma nourriture pour écrire. On se connaît depuis quelques années maintenant, oui. Et très modestement, j'ai envie de dire que je commence à bien connaître votre travail d'écriture. Vous aimez faire des pas de côté, c'est-à-dire que lorsqu'arrive un nouveau livre d'Yves Violier, eh bien, il y a toujours une surprise parce qu'on ne sait pas vraiment où vous allez nous emmener. Parfois, ça peut être un roman dans un esprit plus historique, ça peut être une histoire très personnelle, ça peut aussi être le portrait d'un héros ou d'un anti-héros de la guerre, par exemple. Je pense à certains de vos précédents titres. Vous aimez sortir des sentiers battus? Ouais. Il y a des auteurs qui écrivent toujours le même livre et c'est très bien, ils creusent leur sillon, ils vont chercher encore plus profond. Moi, j'aime prendre des risques. Écrire, pour moi, c'est être sur un fil. Et donc, quand je suis arrivé au bout d'un roman, j'ai envie de prendre un autre risque, de m'aventurer. C'est une aventure, hein, l'écriture d'un roman, et d'aller ailleurs. Quand on m'interrogeait, quand on me demande encore aujourd'hui, quelle qualité faut-il avoir pour être écrivain, je réponds à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, la curiosité. Et justement, quand j'ai terminé un roman, j'ai envie d'aller voir ailleurs.
Je crois que quand on a la chance d'avoir un petit don pour écrire, on a la possibilité de vivre des vies par procuration. Et donc, chaque roman, moi, m'enrichit et me permet peut-être de gagner un petit combat contre la mort. C'est Alors, ça. je le disais, des sujets très différents, très divers en fonction des titres que vous nous proposez au fil des années. Mais c'est vrai que régulièrement, vous, même s'il y a toujours marqué roman sur la couverture, vous aimez vous inspirer de votre histoire, plus ou moins personnelle, ou vous aimez vous pencher sur le passé de certains des membres de ceux qui ont fait votre famille au sens large. Voici Églantine Retrouvé, c'est votre nouveau titre, et là on va faire connaissance avec une petite gamine des années 30, Églantine Lermine, Ouais. qui est du pays des Achars. Ouais. Je le précise, l'ancrage est local, l'ancrage est vendéen, mais c'est une histoire qui est finalement qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle région de Je France pense, dans les, je dans les pense. années 30. Oui. Qui est-elle, cette petite gamine? Cette petite gamine, c'est une petite fille qui, malheureusement pour elle, le destin a voulu qu'elle elle soit orpheline alors qu'elle avait un peu plus d'un an, orpheline de père et de mère. Le père va être victime de ce qu'on appelait à l'époque, on est dans les années 30, un chaud et froid, un chaud refroidi. Et puis la mère, à son tour, va être victime. Alors, bien sûr, phtisie galopante, la mère va être victime à son tour de cette maladie-là. Et puis, eh ben, la petite Églantine, elle se retrouve toute seule. La famille du grand-père dit attention, je ne veux pas prendre la petite Églantine. J'ai des enfants, des petits-enfants, je ne veux pas qu'ils attrapent la maladie. Donc il la rejette. Et puis c'est le grand-père maternel qui va accepter de la prendre. Elle va essayer de retrouver un nid, là, tout doucement, dans cette ferme des Achars à la Saint-Antoine, et essayer de se construire. Et c'est ce parcours qui m'intéresse. Et alors c'est intéressant parce que j'ai envie de dire que la dernière phrase du tout premier chapitre, c'est un petit peu ce qui va façonner la vie d'Églantine. Il y a Eugène, le papa, qui a donc ce chaud et froid et qu'on va voir mourir assez rapidement. Et puis il y a son épouse Germaine qui lui dit ah bah c'est la malchance, on pouvait pas être tout le temps heureux. Elle le dit, Oui. vous l'écrivez mieux que ça, mais en tout cas c'est ce qu'elle dit. Et son mari lui répond alors qu'il va mourir, et il lui dit mais pourquoi parles-tu de malchance? Parce que lui, quand il fait le bilan de sa vie, sa femme, sa fille à ses côtés, il se dit j'ai été heureux. Et finalement, la petite Églantine, c'est un peu ça qu'elle va toujours Ça va retenir. être ça. C'est que malgré toutes les embûches, ben, on peut y arriver. Oui, oui. Elle va faire. Et on va l'accompagner de ses 1 an, 2 ans, jusqu'à ses 20 ans, hein, à ses 18 ans. Ce sera seulement ça, son parcours. Son parcours douloureux parfois, mais en même temps, un parcours de. On emploie le mot à la mode aujourd'hui, de résilience. Tout doucement, la petite va se construire, elle ne va rien lâcher, elle va être courageuse. Bien sûr, on est dans la Vendée de la terre, elle va aller au champ, et puis à l'école, on ne va pas l'épargner. Quand elle arrivera à l'école, les camarades connaîtront son histoire et ils la désigneront, la poitrinaire. Mais elle ne va rien lâcher, et elle va petit à petit se construire sa vie et son bonheur. Et son père, finalement, avait bien raison. Je suis très heureux que vous ayez remarqué cette première phrase à la fin du premier chapitre qui donne la clé de l'ensemble du livre. L'histoire d'Églantine, c'est aussi l'occasion pour vous de nous raconter l'histoire d'une société, celle Oui. des années 30, cette société qui va traverser la guerre, et puis une société en pleine évolution avec des nouveautés qui arrivent, notamment dans le monde agricole. Et il y a toujours en toile de fond de l'histoire d'Églantine cette société qui bouge, cette société qui évolue, et comment chacun, avec sa propre histoire, il faut grandir avec cette société en marche. Oui, ce qui m'intéressait quand je me suis lancé dans ce projet, je me suis dit, il est peut-être important qu'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, où nous lamentons si souvent pour des broutilles, qu'on aille voir, qu'on remonte un tout petit peu le fil, c'était hier, et qu'on voit les combats de ceux qui nous ont précédés et qui ont construit cet univers où nous vivons. Je dirais cet univers un petit peu, si on compare à l'échelle là, mondiale, d'enfants gâtés. Et là, avec Églantine, on découvre que ça se construit un bonheur. C'est un combat. La vie, on le sait que nous le vivons aujourd'hui, mais à cette époque-là, au temps d'Églantine, le grand-père lui dit
l'important, c'est ton devoir. Hein. On est dans une société de devoir. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une société de droit. Et c'est un peu cela que j'ai voulu mettre en miroir et nous dire, regardez ce chemin parcouru. Si nous voulons à notre tour, le temps a passé pour moi aussi, c'est peut-être un discours de vieux, hein, de vieil écrivain, mais si nous voulons aussi, il va falloir aussi que nous fassions notre chemin à nous et que nous remportions nos victoires. Vous faites en parallèle du personnage d'Églantine, il y a donc la grande histoire qui se dessine, et puis il y a aussi des faits divers, des anecdotes, et je pense à cette aurore boréale qui a inondé la Vendée un matin de 1938. Vous écrivez de très belles pages là-dessus, et comme on a toujours dit à Églantine que ses parents et tous ses chers disparus étaient montés au ciel, lorsqu'elle voit cette aurore boréale, elle a l'impression que ce sont justement ses parents, ses chers disparus qui viennent lui faire un signe. Vous permettez que je lise un très court extrait? Ça me fait plaisir ce passage. Peu à peu, les couleurs se sont ternies. Elle avait encore les mains levées. Le ciel s'est calmé, l'ombre est revenue. La nuit a repris sa place et les étoiles ont recommencé à luire. Elle est restée un moment éblouie devant la fenêtre. Quand elle a recommencé à frissonner, elle s'est décidée à retourner vers son lit, s'est couchée, et pour la première fois depuis la mort de son grand-père, elle s'est endormie aussitôt. Pourquoi était-ce important pour vous de mettre cette aurore boréale dans votre roman? Parce que c'est tout. Je dirais c'est tout le sens du chemin, du cheminement d'Églantine. Elle attend sa lumière, son jour de lumière. Et quand elle voit cette aurore boréale qui a provoqué un véritable cataclysme en France d'ailleurs, cette aurore boréale, les gens, le tocsin a sonné à La Roche-sur-Yon, les pompiers sont sortis, ils pensaient qu'il y avait un incendie. Ça a été, toute la presse s'en est emparée et Églantine, elle, se retrouve face à cela. Et pour elle, c'est le message qui lui vient de son père et de sa mère. La lumière, elle est là, elle voit c'est rouge, elle voit c'est... Et elle va croire encore plus fort en son destin. Et c'est en cela que, même si elle connaît des malheurs, son parcours est véritablement optimiste. Il y a Yves Violier dans votre écriture, et quels que soient les sujets que vous abordez, il y a toujours une petite musique, il y a une sensibilité. Vous aimez jouer avec les mots, on sent que vous construisez vos phrases pour qu'il y ait une musicalité, et c'est vrai que votre travail nous touche au plus profond. Dans tous les papiers qui ont paru pour ce nouveau livre, un journaliste écrivait Yves Violier, c'est le Marcel Pagnol vendéen. Vous répondez quoi à ça? Vous sentez un peu l'âme de Marcel Pagnol pour décrire les sentiments ou les ambiances ou les paysages? J'aime bien Marcel Pagnol, j'aime bien Giono. C'est vrai que ces auteurs-là ont su magnifier leur territoire et nous le donner à aimer. Je me dis, en écrivant à partir d'ici, là où je suis, à partir de ce bocage, de ce pays en général, j'ai peut-être à parler aussi juste et être dans une musique qui emporte les lecteurs et qui leur donne envie à la fois de vivre et de venir voir ce pays où nous vivons, où nous construisons. Quand je remonte en arrière, ça a été aussi pour moi un retour arrière. Quand je remonte vers mon enfance, je ne suis pas loin de l'univers d'Églantine. Dans les années 50, la Vendée, c'était à des années-lumière de la Vendée d'aujourd'hui. Et puis, il y a eu tout ce chemin qui a été fait. J'avais envie de dire cette terre telle qu'elle a été la terre des origines. Je le disais tout à l'heure au début de notre entretien, de parler de mes sources, ma cave. Et je n'ai pas eu tellement de peine à retrouver les odeurs, à retrouver les voix, les paysages, tels que je les avais perçus pendant mon enfance. C'est aussi à travers Églantine, ma propre enfance que je raconte et mon adolescence. Dans ce livre, vous nous parlez d'une terre, la vôtre, vous nous parlez de racines, vous nous parlez d'un monde en mutation, vous nous parlez aussi d'un personnage qui se construit, vous parlez de transmission par la force des choses. Oui, bien sûr. Avez-vous l'impression d'être un écrivain, un auteur qui est aussi un passeur? Je crois que pour moi, c'est fondamental. Hein.
être écrivain, c'est être un passeur. On l'évoquait, j'aime beaucoup les rencontres. Mes romans, je les trouve aussi à l'occasion de fêtes du livre, à l'occasion de dédicaces. Et j'ai envie de faire passer ces vies, ces envies, ces souffrances, ces bonheurs, et de témoigner, oui, de faire passer. Je suis pas un homme de message au sens. Je n'ai pas à asséner des vérités, mais à dire ce qu'a été leur vie aux uns, aux autres, à me mettre à la place. J'ai cette chance, par l'écriture, de pouvoir être un homme, une femme, la petite Églantine, et de pouvoir parler pour eux, pour elles, et peut-être de les faire aimer. Peut-être. J'aime travailler dans l'émotion. Quand j'écris, si je ne suis pas ému parce que j'écris, je me dis, le lecteur, lui, il ne va pas être touché. Donc, j'ai envie de toucher véritablement le lecteur, le toucher au cœur, mais le toucher aussi par les yeux, par tous les sens. Quand on parle de Pagnol, le Pagnol, l'écriture de Pagnol chante. Elle chante la Provence. Et je crois qu'être écrivain, c'est d'abord trouver sa propre musique. Un roman, vous avez pu le remarquer, il y a des romans qui vous emportent, puis il y en a d'autres, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que la musique, peut-être, n'est pas toujours juste ou ne correspond pas à votre oreille. Moi, mon travail, c'est de trouver la note juste et puis d'emporter le lecteur comme à un concert jusqu'au terme du concert. Dites-moi Yves Violier, puisque je le disais en préambule, dans certains de vos romans, vous vous emparez de personnages qui vous sont proches, de membres de votre famille plus ou moins élargie. Églantine, qui est-elle par rapport à vous ? Est-ce un personnage complètement fictif ? Est-elle le fruit de différentes rencontres ? Ou y a-t-il un affect encore plus fort ? Je ne veux pas donner... Je ne veux pas dire quel est le dénouement du roman, véritablement. Parce que la clé, la réponse directe à votre question, elle est à la fin du roman. Mais je dois vous dire, c'est peut-être mon roman le plus intime. Peut-être celui auquel je tiens le plus. Peut-être celui que j'ai le plus. Mon père était artisan, je l'ai vu, menuisier ébéniste, je l'ai vu travailler et poncer. Et c'est sans doute celui pour lequel j'ai le plus travaillé les phrases parce qu'il me prenait là. Lorsque j'ai écrit. C'est tout ce que je vous dirai parce que... Et c'est tout le talent du romancier. Le twist, comme on dit aujourd'hui, je ne vais pas vous le donner. En tout cas, Yves Violier, on retrouve ici toute votre patte, toute votre sensibilité. C'est votre actualité. Le livre est sorti il y a quelques semaines maintenant. Oui, 3 semaines. 3 semaines. Églantine retrouvée, c'est aux Presses de la Cité. Et puis alors, vous deviez être accompagné cet après-midi de Laurent Nunez, qui n'a pas pu nous rejoindre. Mais je voudrais quand même simplement citer son livre. On est dans un autre registre, mais on parle aussi famille, avec une écriture pleine de fantaisie, un humour très décalé. Donc si vous avez envie de découvrir le talent de Laurent Nunez, plongez-vous dans ce livre, ça s'appelle Tout ira bien, c'est aux éditions Rivage. Merci beaucoup Yves d'avoir entamé avec nous ces escales littéraires. Bon salon. Merci. Et puis restez avec Il est déjà bien parti. Restez Merci. avec nous. À tout de suite. Merci.